Fondateur de la micro-ferme L'Arbre de Vie ici à Liverdun. Nous sommes installés ici depuis maintenant un peu plus de 5 ans sur la base d'un terrain en friche, et puis on a essayé d'y développer tout un tas d'activités, ce qui fait qu'au début, moi en 2019, je ne savais pas ce que c'était un tiers-lieu, et puis voilà, on essaie de revendiquer un petit peu cette appellation, puisque ça s'applique ici, voilà, à la production nourricière avec de la vente directe, un magasin de producteurs, une ferme pédagogique, des concerts, voilà, l'idée de mélanger aussi toutes les formes de culture ici sous forme coopérative. Donc on est une société coopérative d'intérêt collectif, et voilà, on essaie de fédérer un peu voilà, à la fois les collectivités qui gravitent autour de nous, les citoyens, les voisins, enfin toutes sortes de personnes qui trouvent ce lieu chouette et qui veulent aider à le faire vivre, quoi. Moi j'ai fait un parcours de reconversion professionnelle en fait à partir de 2017, ce qui m'a amené à faire un BPREA en maraîchage à Courcelles-Chaussy en 2019. À ce moment-là, on avait déjà une bonne idée de ce qu'on cherchait. Et on a trouvé très rapidement. On habitait à l'époque un appartement à Nancy, et puis on voulait pas trop s'éloigner de Nancy, on voulait conserver nos réseaux associatifs, nos copains, nos familles, pour les embarquer justement ici. On voulait vivre ici, donc on avait besoin de terrain constructible quand même, ce qu'on a ici sur une partie du terrain. Et puis on cherchait entre 1 et 3 hectares pour y développer une activité agricole. Donc à la base c'est vraiment un projet de vie très global, avec l'envie de aussi de fonder une famille ici, ce qui est arrivé depuis également. Et donc voilà, ici on est un peu dans la fourchette basse de ce qu'on cherchait en termes de superficie, mais bon, il y a largement de quoi occuper un homme sur le jardin là-bas, plusieurs même. Ce qui fait que Le Bon Coin nous a permis de trouver ce terrain, et puis ensuite les circonstances ont fait que il y avait déjà quelqu'un qui était sur le coup, qui voulait faire un bout de lotissement, et puis comme ici on est sur une ancienne ferme et que les propriétaires étaient attachés en fait à cette dimension agricole, notre projet a été préféré. Il y a eu presque un compromis à l'époque qui était en cours de rédaction, qui a été cassé. Enfin voilà, il y a eu un moment où on a l'impression qu'on est au bon endroit au bon moment, et donc fin 2019 on accède à la propriété ici, ce qui est évidemment un plus indéniable quand on souhaite faire un projet, c'est d'être chez soi et de ne pas avoir de précarité au niveau foncier. On a tout de suite rencontré la mairie, qui nous a pas forcément, au début on n'avait rien à montrer, quoi, hein. Le terrain était complètement à l'abandon, donc on leur a soumis l'idée de pouvoir créer une activité agricole, de pouvoir y développer un certain nombre d'activités. À l'époque on ne savait même pas trop lesquelles, en fait, ça s'est fait vraiment un peu au feeling. Christelle, qui est ma compagne, elle a grandi dans le domaine de l'éducation populaire. Mon beau-père, que vous allez croiser dans les serres, là il est en train de mettre des ficelles sur les tomates, il était directeur de MJC, donc il y a aussi une dimension une dimension pédagogique, avec l'envie de créer un lieu qui puisse fédérer un public très large. Moi j'ai aussi fait de la formation dans mon ancien métier, donc aussi un désir de transmettre. Donc tout ça s'est mis un peu en musique au fur et à mesure des années. Évidemment, après il y a quand même eu le confinement, le Covid, etc. Enfin voilà, je vous passe cette étape-là. Une grosse année de défrichage pour un début vraiment des premières cultures maraîchères en 2021. Avec à peu près un quart de la surface que vous voyez ici. Vraiment la volonté de démarrer tout petit, parce qu'en parallèle on faisait les travaux de ce bâtiment qu'on a monté quand même quasiment
nous-mêmes. Donc c'est un bâtiment en bois et isolé en paille qui aujourd'hui accueille notre point de vente et puis une salle de réunion, une salle d'accueil pour faire des ateliers et toutes sortes de choses. Donc voilà, l'habitat léger, ça s'est un peu imposé à nous, à la fois pour des raisons financières, pour des raisons évidemment de cadastre. On a toujours été questionné à la mairie avant de démarrer des trucs, même si toutes les autorisations ne sont pas forcément faites et reçues, mais voilà. Mais en tout cas, il y a des échanges avec la mairie qui ont toujours été tout à fait positifs, quoi. Ce qui est aussi une grande chance. On envisage un poulailler pédagogique et puis il y a eu d'autres projets. Enfin voilà, ici les projets se font toujours au feeling un peu entre l'énergie qu'on a, ce qu'on sait faire, pas faire, ce qu'il y a à débourser aussi et puis les opportunités, quoi. Il y a pas mal de projets ici qui se sont débloqués au feeling parce que quelqu'un avait des trucs à nous donner. Enfin, donc pour l'instant ça l'a pas fait, mais voilà, ce serait plutôt à vocation pédagogique, hein. C'est pas pour créer encore un autre atelier de production. Et ça s'est pas fait aussi parce que j'ai une vision assez particulière. J'aimerais qu'il y ait un enclos qui soit partiellement en forêt. Donc je sais que ça représente beaucoup de travail et que pour créer déjà cet espace sécurisé. Mais donc voilà, ça viendra au moment où on avait essayé de déposer des dossiers de subvention qu'on n'a pas eu. Donc en fait voilà, ça s'est pas fait aussi pour ces raisons-là. Donc quand on a acheté, on a quand même hérité d'un bâtiment, enfin d'un lieu qui avait une histoire, qui avait un patrimoine. Il y avait ici, donc comme je disais, on est sur le terrain, on est sur une ancienne ferme qui n'était plus en activité depuis au moins 50 ans. Mais voilà, quelque part la boucle est bouclée. Donc on a découvert cette cabane là sous du lierre. On avait du coup une ruine qu'on a démolie à peu près à la place où on a construit les fondations de la maison. Et puis toutes les pierres que vous voyez partout, en fait, tout ça, ça a été de la récup. Ça nous a aussi beaucoup occupé pendant le confinement. C'était de trier les restes de charpente, de trier les tuiles cassées, enfin tout ce qu'on avait récupéré de cette. Puis on vient tout juste de digérer les derniers tas de cailloux, les derniers tas de terre. Là, on a refait cet hiver les dernières grosses phases de terrassement, quoi. Justement en prévision de l'installation des yurts. Et à partir de 2021, se sont montées la première grande serre avec la petite serre à plan. L'année suivante, 2 autres serres auxquelles on a ajouté des portes l'année suivante. L'idée étant vraiment de monter assez rapidement en puissance en même temps que mon expérience grandit aussi, parce que voilà. C'est pas parce qu'on a fait une formation que évidemment on est prêt à s'installer. J'y reviendrai tout à l'heure sur le volet juridique. Mais voilà, le jardin il s'est vraiment fait par étapes. On avait fait un petit stage justement de design en permaculture là qu'on a essayé d'appliquer ici. Donc on a fait des îlots comme ça, vous allez voir, il y a une alternance entre des îlots maraîchers avec des fruitiers. On a intégré des petits fruits plus récemment. Et puis. Vous faites pépinière ou vous êtes uniquement sur la production en fruits et légumes? Alors je fais des plants potagers, mais on s'appelle pas vraiment une pépinière. Ça c'est du côté expérimental. C'est justement plutôt des trucs qui ont vocation à aller reboiser le jardin forêt au fond. Donc je vends des plants potagers, mais voilà, on n'est pas une pépinière, on est vraiment juste là. Non, j'en ferai peut-être un petit peu, hein, mais pour l'instant voilà, ça reste au stade très expérimental. Avec nos différentes activités qui se sont également développées, on va dire par phase. Hein. Dès 2021, on a eu les premiers centres aérés qui ont dit tiens, c'est quoi cet endroit, on va aller faire un tour. Donc on a pu comme ça se faire la main avec un centre aéré, enfin avec vraiment quelques journées d'accueil dans l'année, quoi. On a démarré 2021 sous forme associative, avec en tout et pour tout du coup, enfin voilà, un chiffre d'affaires qui devait être autour de 6 ou 7 000 euros, quoi, quelque chose de très petit, quoi. Mais à l'époque il n'y avait pas de charge, il n'y avait pas de salariés, il n'y avait rien, il n'y avait pas de bâtiment, enfin il y avait
n'y avait pas de prêt, il y avait rien, quoi. Donc voilà, c'était un début qui était somme toute assez chouette. Avec une campagne de financement participatif la même année qui est venue aussi permettre de faire quelques investissements importants sur le développement du jardin. Et en 2022, on s'est converti, on aurait peut-être dû garder la sauce dormante quelque part, mais voilà, l'association s'est convertie en SKIC. Avec à l'époque 7 sociétaires, on est une petite cinquantaine à l'heure d'aujourd'hui. On a fait notre assemblée générale le week-end dernier, du coup 2023, 2024, troisième assemblée générale. Création de mon poste en 2022 également, subventionné par Grand Est ESS, par la bourse émergence SIC, qui nous a aussi permis d'avoir un démarrage assisté. Parce que voilà, après c'est compliqué quand on rentre dans le dur de devoir toucher des écoles, de devoir faire tout ça en même temps. Ça restait quand même très compliqué. Le démarrage du jardin, enfin voilà, et les années, on sait bien que la météo est pas toujours de notre côté. Donc avec des années vraiment 2021, 2022, 2023 extrêmement différentes, donc extrêmement enrichissantes, mais du coup pas toujours à la hauteur en termes de production. Et puis des travaux qui n'en finissaient pas. Le bâtiment a été inauguré en 2023 avec à peu près 1 an de retard sur sur le calendrier idéal qui était imaginé, mais évidemment voilà, vous portez tous des projets, vous savez que il faut laisser de côté. Donc maintenant je suis parfois toujours encore un peu optimiste, mais voilà, tout ça, on apprend de tout ça. On apprend en fait à éviter de trop planifier et puis des fois à se laisser porter, et puis voilà, le bâtiment a pu enfin être inauguré officiellement en 2023, au printemps 2023, pour l'ouverture de la saison de récolte et de la vente. Tout ce qui est produit ici est labellisé en AB. Tout ce que vous voyez là, en fait, il y a déjà eu des cultures au printemps où là on a fait un bon démarrage là, cette année, où par exemple dans cette serre il y a eu de la blette, il y a eu du chou, il y a eu du fenouil. Après voilà, ici tout est cultivé en planches standardisées. C'est du jardin de 20 mètres comme ça, voilà, quand on travaille à la main tout seul, ça reste intelligible. C'est pas comme les vignes. Voilà, des parcelles de jardin qui sont quand même somme toute assez différentes en termes de sol, en fonction de l'historique. On sort beaucoup de cailloux ici par exemple, enfin, on fait tout avec un petit motoculteur. Alors les fruitiers, c'est quand on parlait de design tout à l'heure, les fruitiers c'est les premiers trucs qu'on a plantés en fait. Ici, quand on a eu fini de tout défricher, on a un paysan du coin qui est venu passer un coup de herse rotative, même pas un labour, de la herse rotative partout. Et à ce moment-là, on a sorti le décamètre, on a dit là il y aura des serres, là il y aura une parcelle de jardin en plein champ, et puis on est venu à la fin de l'année 2020, on est venu planter les sions, voilà, ce qui fait qu'après voilà, c'était gravé dans le marbre. Donc avec du coup ces arbres qui maintenant au bout de 4 ans commencent à produire. L'idée c'était de pas dénaturer le paysage non plus. On a essayé on avait dans tous les cas un lieu qui était extrêmement naturel quoi. Ça prend pas trop de place non plus, quoi, c'est l'avantage. Ouais. Et on a quasiment, il y a même des arbres qu'on a déplacés en fait, qui étaient pas bien placés. Au lieu de les couper, on les a déplacés. Le charme là-bas il a été déplacé, le boulot là-bas il a été déplacé, ce qui fait qu'on a quasiment rien. Enfin si, il y avait un gros noyer quand même qui était en plein milieu du jardin là. Lui il a disparu, mais à part ça, voilà, tout est à sa place quoi. Et puis avec cette zone au fond du jardin qu'on a volontairement voulu laisser avec sa vocation initiale, puisque tous ces arbres là évidemment ils étaient là avant nous, avec un super buis, avec une ancienne citerne d'eau qui des fois on se demande comment elle tient debout, mais elle est toujours là. Avec quelques 3 ruches qui commencent à donner un peu de miel. C'est vrai que... La citerne elle fonctionne. Non. Tu la démonter ou tu la gardes?
Alors j'aimerais bien la garder, on n'est pas tous d'accord là-dessus, mais en fait il faudrait refaire des fondations en béton parce que l'acier il est rongé quasiment jusqu'à l'os, quoi. Et donc il faudrait remonter des fondations. Pour l'instant, on ne sait pas lequel des deux fait tenir entre l'arbre et la citerne, on ne sait pas lequel des deux fait tenir l'autre, mais voilà, pour l'instant tout va bien, quoi. Et là, tu as dû faire des déclarations spécifiques quand tu peux venir du public sur un terrain comme ça? Alors pas du tout. Alors nous on a fait beaucoup de choses au feeling, c'est-à-dire qu'on a fait des trucs et puis après on s'est demandé tiens est-ce qu'il faut une autorisation pour ça? Alors des fois la réponse est oui, des fois la réponse est non. Et là cette année, parce que cette année on va avoir du bivouac, on a des structures type des centres aérés, on a les scouts qui sont venus là l'année dernière. Ça coïncidait juste au moment où on avait prévu d'installer une douche avec de l'eau chaude, enfin voilà, un peu de confort quand même. Juste à ce moment-là, il y a des structures qui nous ont contactés pour des bivouacs. On a essayé de contacter Jeunesse et Sport, tout ça. Non, en fait, vous avez besoin de rien, quoi. Donc voilà. Le gros de nos activités pédagogiques, c'est le même pic de travail que pour le jardin, c'est mai-juin, parce que c'est les sorties de fin d'année scolaire. Donc là, justement, on travaille beaucoup pour essayer de lisser un peu tout ça. Bon, après, il y a des autres demandes, hein. Il y a les vacances scolaires avec les centres aérés. Il y a eu, cette année, on a une structure qui est justement les Francas, ils sont venus dès les vacances de février. Puis ils se sont dit, ah mais il faisait froid quand même. Donc voilà, on essaie aussi de voir. Le but c'est quand même que les enfants soient dehors, quoi. Et les activités pédagogiques, du coup, vous avez, je sais pas, ça tourne autour de quoi? C'est des choses que vous avez construites, que vous avez empruntées à d'autres Alors qu'on emprunte, oui. Construit, oui. Parfois on sous-traite carrément les animations. En fait on a tout un catalogue et c'est là où on en vient un peu à la dynamique de tiers-lieu, c'est que on a plein d'intervenants ici qui font des trucs hyper variés, de la taille de pierre, de la sophrologie, du théâtre d'impro, et en fait toutes ces personnes là sont dans un catalogue qu'on fournit aux structures qui veulent venir ici. Et puis les structures font vraiment la journée à la carte, quoi. Avec soit les animations que nous qu'on a classées par tranche d'âge, qu'on est capable de faire nous en interne, on va dire. Donc il y a tout ce qui tourne autour du jardin, il y a tout ce qui tourne autour de la créativité, du réemploi avec Christelle. Il y a là on commence à s'équiper justement avec des jeux pédagogiques un peu plus poussé. Des fois, on a des instituts qui nous demandent justement à ce que les enfants participent aux tâches du jardin. Parce qu'il y a un appel à projet qui est tombé, c'est dommage, je viens de tomber de l'ARS sur l'éco-école, justement, l'école du dehors. Et il y avait la possibilité de financer des aménagements de sites pour inciter les écoles à s'approprier des lieux et à faire l'école du dehors. Ok. C'était il y a 2 mois, mais en tout cas c'est un peu dans la mouvance au niveau des écoles de sortir, donc à voir s'il y a d'autres projets qui peuvent tomber là-dessus. Et puis après ça se fait pas mal, le bouche à oreille, les jeunes sourds de la Malgrange sont déjà venus ici, enfin voilà, il y a aussi toutes sortes de public en fait, de la crèche, on accueille des crèches aussi qui cultivent, et vous verrez les 2 petits bacs qui sont devant le bâtiment là-bas, quand vous êtes arrivés, il y a 2 petits bacs avec des super salades, ils ont des super radis, ils vont avoir des tomates. Donc ça c'est les enfants qui s'aiment, ils viennent, elle est vraiment à 200 mètres la crèche, ils viennent à pied toutes les semaines. Là par exemple ils sont venus hier matin, ils arrosent quand il y a besoin et puis ils mangent, il y avait des fraises et tout, ils sont super contents, quoi. Et c'est une presta que vous faites? Ouais, c'est une presta, tout ça, ça fait l'objet de 2 heures d'animation qu'on fait au moment de la mise en place des bacs chaque année. Et puis il y a un petit forfait sur l'accueil hebdomadaire, quoi. D'accord. Donc toutes les prestations sont faites en fonction de voilà, il y a des écoles qui viennent sur leur budget propre, il y a des écoles qui viennent sur les budgets de la communauté de communes. Enfin il y a nous on apprend aussi à dialoguer avec nos interlocuteurs parce que c'est vrai qu'il y a des structures très différentes. Les écoles elles fonctionnent avec un prix à la journée, les centres aérés plutôt un prix au nombre d'enfants. Enfin,
c'est quand même c'est pas évident quoi, quand on n'a jamais fait ça. Mais voilà, on se rend compte qu'on a aussi, du coup, tu parlais d'appel à projet, on intervient aussi dans le monde des personnes à la retraite. Donc comme je disais qu'il n'y avait pas de limite d'âge, quoi, donc de 2 ans les enfants de la crèche jusqu'à des ateliers seniors, via des appels à projets de la conférence des financeurs par exemple, des choses comme ça. Donc tout ce qui est maintien de l'autonomie, maintien d'un vieillissement, on va dire. Lien social. Voilà, exactement, activité sociale, intellectuelle, physique. Où là, justement, on fait beaucoup intervenir des intervenants extérieurs. Quand, par exemple, là, on a, avec une association qui s'appelle La Belle Vie, là, on a un peu changé cette année, mais pendant 2 années de suite, on a fait 10 ateliers par an. Sur ces 10 ateliers, il y en avait 5 qu'on animait nous et 5 où on faisait intervenir quelqu'un de l'extérieur, quoi. Donc voilà, yoga du rire, théâtre d'impro, enfin des trucs, même de la danse orientale. Et tout ça, à chaque fois, c'est des intervenants qui soit nous contactent pour intégrer notre petit catalogue, quoi. Pour l'instant, ça c'est pas du tout monnayé, on va dire, quoi. Ces intervenants font pas forcément partie de la coopérative, mais voilà, nous, voilà, ils viennent intégrer comme ça nos activités sur demande. Il y a la MSA aussi qui finance pas mal de projets en ruralité, surtout à destination des jeunes et des familles. Le passé un temps c'était beaucoup les retraités, mais il faut plus dessus. Il y a des appels à projets où il y a des enveloppes à 10 000 € minimum sur des gros projets, des choses dans le genre. On n'a toujours pas fait, mais ils nous poussent un peu les tiers-lieux aussi à répondre à ce type de projet. Il ne faut pas hésiter à se renseigner auprès d'eux. Et puis de temps en temps, c'est carrément des structures qui répondent à des appels à projets et où ils nous sollicitent en tant que... je pense à la Maison des Aidants à Nancy, je pense au CPTS, je ne sais plus exactement ce que c'est, mais voilà, des personnes qui travaillent des professionnels de santé qui travaillent sur les thématiques du bien-être, de l'alimentation. On a aussi une intervenante de cuisine qui fait ça bien mieux que nous. Enfin voilà, on peut aussi aller assez loin sur ces sujets-là. Là, il y a une partie de ce que tu nous as cité qui sont en presta, etc. Et le rôle des bénévoles, il est sur quoi alors plutôt? Il est sur ça aussi. Il est sur tout ce que les bénévoles ont envie de faire. En fait, par exemple, Marie, elle était hyper intéressée pour faire de l'animation. Donc voilà, elle a très vite intégré la team d'animation. En fait, quand on accueille une école, on accueille généralement 50 enfants qu'on divise en 4 groupes, ce qui fait qu'on a besoin de 4 intervenants qui sont généralement un noyau dur de personnes, plus des bénévoles un peu satellites qui viennent plus ponctuellement. Donc là, on a un petit groupe WhatsApp qui nous permet de mobiliser les troupes en disant bon ben voilà, dans les semaines à venir, on a tel jour, on aurait, nous on définit Christelle et moi le programme des animations qui ont été choisis par la structure qui vient. On la complète ou pas avec d'autres trucs et puis après voilà 9h midi, 13h30, 16h30 avec tous les 45 minutes la cloche qui sonne et puis comme ça. Donc c'est des journées qui sont souvent hyper chouettes, quoi, fatigantes, mais tout le monde repart assez ravi, quoi. Et sur les 50 sociétaires, la répartition se fait comment? Parce qu'aujourd'hui vous êtes plus de salariés. Ouais. C'est quoi les différents collèges et c'est les bénévoles les plus représentés? Alors les collèges, aujourd'hui je pense que le collège le plus représenté ça doit être les membres de soutien. Parce qu'en fait on fait pas de communication particulière auprès de nos bénéficiaires ou auprès de nos intervenants pour intégrer la coopérative. Ça se fait un peu au feeling. Mais voilà, les collèges sont les membres fondateurs. Les salariés, les bénéficiaires, les bénévoles et les membres de soutien. Mais par exemple dans les membres de soutien, il y a beaucoup de personnes issues de nos différents réseaux qui habitent Nancy, qui ont pris une part sociale, mais qu'on voit assez rarement dans le cadre de nos activités. Mais voilà, c'est un peu ça la répartition. Je dirais que sur les 50, il doit y avoir une petite moitié, c'est des membres de soutien. Et la part, on parlait du prix de la part chez vous? La part est à 100 €.
100 €. Ouais. D'accord, ok. Donc tu parlais du magasin de vente. Ouais. C'est ton seul débouché du coup ou ça suffit ou Ça suffit, ce serait bien que ça suffise, Mmh. mais D'accord. là j'ai repris les livraisons le vendredi, Ouais. ce qui est sympa parce que j'arrive à me dégager plus de temps. L'année dernière j'avais quasiment carrément enlevé les livraisons par manque de temps. Là cette année c'est quand même mieux. Ce qui fait que je livre des paniers justement à la Maison des Aidants, à Nancy et au Goethe Institut. Dans le premier cas, la commande des paniers est réservée aux aidants et personnel de la Maison des Aidants. Dans le deuxième cas, au Goethe Institut, la commande de panier est réservée à n'importe qui. Ce sont des paniers sans abonnement. Moi ici, voilà, il n'y a aucun fonctionnement d'AMAP ou ce genre de drive, quoi. ce genre d'abonnement. Réservation Ouais. et livraison. Ouais. J'ai quelques restaurants, notamment au travers de la monnaie locale, qui sont partenaires. Ici, nous sommes on est adhérent du Florin depuis le début et on est comptoir de change qui sert de temps en temps. C'est-à-dire qu'on peut changer nos euros contre Ouais, le florin directement. exactement. Tu comme peux la adhérer banque, à l'association de la monnaie locale et changer tes euros ici, en plus de pouvoir faire tes achats. Là, c'est vrai qu'avec les restaurants, c'est beaucoup du florin numérique, ce qui nous permet ensuite, voilà, dans le choix de nos produits pour la boutique, clairement, ça se fait tout ça dans l'annuaire du florin, ce qui fait qu'on a pas mal encouragé des fournisseurs qui n'étaient pas adhérents à la monnaie à l'intégrer. Et puis il va y avoir quelques événements ponctuels. Là, ils ont ouvert un marché sur l'Yverdun. Donc on y participe une fois par mois. Quand je dis on, en fait, c'est carrément la coopérative, parce que on a aussi des produits transformés à vendre. On a aussi d'autres trucs qui sont pas directement les légumes bruts, quoi. Exactement. Et justement, pourquoi le choix de la conserverie? C'était parce que vous vouliez proposer une gamme transformée ou c'est pour les surplus? Ouais, ça s'est fait. Alors ça s'est fait justement par surplus. Nous ici, on n'a aucune infrastructure de conservation. Pas de chambre froide. À l'époque, au début, une cave qui était infestée de rongeurs. Donc, pour l'instant, moi, la conservation, c'est pas dans. Enfin voilà, si tout part en frais, tant mieux. Donc il y a 2 ans, il y a eu une production de courges incroyable. Je crois qu'on a approché la tonne de courges et clairement ce que j'avais comme demande n'était pas suffisant. Du coup, il y a eu un peu de pertes. Il y en a évidemment qui n'étaient pas vraiment au standard de ce qu'on peut. Voilà, donc tout ça, c'est allé à la conserverie que j'avais rencontré lors de ma formation en formation transfo. Manon était intervenue à Courcelles-Chaussy. Et puis donc la première année, voilà, il y a eu 2 transformations à base de courges et l'année dernière c'était la betterave. Les betteraves se faisaient manger au jardin par les rongeurs, dans la cave par les rongeurs, donc je me suis dit allez, c'est bon, on récolte tout. Elle m'a dit même celles qui sont grignotées tu peux me les donner, enfin on se débrouillera, quoi. Et puis du coup là on a fait tartinade et pickles en betterave. Donc ça c'est les produits qui sont disponibles en ce moment, qu'on fait déguster assez régulièrement et puis comme ça qui sont écoulés au fur et à mesure. Voilà, mais pas de volonté, voilà, il n'y a pas de transfo. Là justement on était en train on a nos premières belles productions de cassis et de petits fruits. On se disait mais qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce que donc voilà, pour le goûter vous aurez des petits fruits frais pour tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'on n'est pas. Vous les aviez plantés sans objectif de. Non, parce que ça. En gros, c'est pas dans. Enfin, les fruits dès le départ n'étaient pas forcément dans le modèle économique, quoi, puisque il y a déjà pas beaucoup de sujets. C'est des variétés très différentes. C'était plus donc à vocation pédagogique. Les petits fruits l'année dernière, c'était un peu en disant j'arriverai jamais à remplir toutes mes planches avec du légume annuel, donc voilà, j'ai resegmenté les 4 carrés de plein champ ont été segmentés en 2 rectangles avec de la groseille, du cassis, de la framboise et goji et caseille là-bas.
avec un arbre au milieu, histoire de redonner un peu de volume, enfin voilà, un petit travail sur le côté paysager. Et puis, mais non, tout ça, c'est pas vraiment, c'est du bonus quoi. La production, c'est du bonus quoi. Cette année, on aura des pêches, enfin voilà, c'est la première fois qu'on va avoir des pêches quoi. Pêcher, casse tout. Ça a l'air trop cool quoi. Ça a l'air trop cool les pêches du jardin. Donc moi je découvre tout ça, toutes ces productions, elles ont l'air incroyables. On a nos vignes qui sont enfin parties là. On va planter du raisin de table pour faire de l'ombrage dans les serres. Ouais. Donc c'est les quelques plants de raisin de table qui attendent là-bas. C'est une super année en framboise. Enfin voilà, ça reste sur le fruit. Il semblerait que pas que ici, ce soit une année qui rattrape, on va dire, le côté voilà. Sur la question de la ressource en eau, de la gestion de l'eau, t'as un peu de plus, t'as un peu de... Là en ce moment j'arrose beaucoup. On n'a pas eu le temps d'équiper les gouttes à gouttes encore. Ils vont être câblés que la semaine prochaine. Ici, donc là, près du bâtiment, il y a une grande mare qui fait à peu près, une petite mare qui fait 50 mètres cubes. Quand même, qui est voilà, la source de pompage pour tout ce qui est donné au jardin quoi. Et cette mare, elle est comment? Et du coup, il n'y a pas de biodive dedans parce que si on nous a filé un nénuphar, on a des tritons quand même, donc c'est avec EPDM, hein, enfin voilà, c'est une mare tout ce qu'il y a de plus conventionnel, mais si la biodiversité elle est là. Elle est venue. Ouais, elle est venue, on a des couples de canards qui sont posés des fois, ils ont peut-être ramené des trucs, des grenouilles des fois, enfin c'est assez chouette, on a énormément de libellules, enfin comme dans tous les points d'eau. Enfin, le lieu génère là en 2024 un chiffre d'affaires autour de 50 000 €, toute activité confondue, voilà, avec des charges qui sont quand même, enfin voilà, tant que le bâtiment n'est pas remboursé, des charges qui sont quand même assez importantes. Donc en termes de rémunération, voilà, on arrive à prendre ce dont on a besoin quoi, mais c'est vrai que l'idée, on aimerait quand même pouvoir financer un autre poste quoi, voilà, là on se dit qu'on arrive voilà, dans un fonctionnement qui est quand même beaucoup basé sur le bénévolat. En fait, on arrive un peu au max de ce qu'on est capable de proposer, puisque là on a accepté quand même des semaines où on avait 2 jours et demi d'animation pédagogique, ce qui est beaucoup. Là on a un peu levé le pied, c'est sûr, justement, à proposer tout plein d'animations, d'ateliers pour le grand public, tout ça. Parce qu'en fait ça prend pas beaucoup d'énergie pour annuler à peu près la moitié de ce qui est proposé quoi. Donc là on réfléchit, moi je serais plutôt même à un mode de fonctionnement où on mobilise des gens et puis quand on a un vivier de personnes suffisant, on crée un atelier, enfin je sais pas par quel outil ça pourrait passer, mais en numérique ou pas, mais dire bon bah voilà, la vannerie ça marche tout le temps, par contre pour le reste ça reste très compliqué. Donc on pourrait dire bon bah voilà, on est en mesure de faire ça. Vous faites enfin voilà, les gens laissent quand même leurs coordonnées pour qu'on puisse les retrouver, mais et puis après à l'intervenant de faire son truc. On a quelquefois quelques personnes qui arrivent avec l'intervenant et le groupe de personnes pour faire l'atelier quoi. Ça c'est quand même chouette quoi. Auquel cas évidemment l'intérieur extérieur tout est possible quoi. Mais ouais, sur cette partie-là, ça reste compliqué. Je sais pas pour vous, mais c'est pas pareil, c'est un constat que soit tir ou pas, c'est un constat assez partagé. On a très S'il n'y a pas de projet avec vraiment, dès qu'il y a un coût directement pour la personne, en dehors de la consommation type magasin, ou un bureau pour le reste, nous c'est... Et même les ateliers gratuits qui sont financés par des appels à projets, même pour ça, ils sont jamais complets quoi. Je vous fais rentrer, vous verrez, il fait tout bon là-dedans. Ouais, on a voulu vraiment... Ouais. Et là, vous avez vos premiers chansons. Ça, c'est ceux de la conserverie. Ça c'est de la conserverie, ceux-là, c'est les nôtres. On ouvre actuellement les lundis après-midi, les mercredis après-midi et les samedis matins. Ah oui, 3 jours. Donc vous ramassez le mar, les récoltes se font à chaque fois, juste avant. Comme il n'y a pas de stockage. Exactement, ouais. Et c'est juste, s'il y a des surplus, en tout cas pas assez de ventes, ça se passe comment? Eh ben, j'ai mes paniers du vendredi, ou alors je fais des appels
Ça se conserve un peu dans le bâtiment. Des c'est appels, petites oui, quantités, voilà, ouais, oui, c'est ça, quand même. 24-48 heures, ça passe, quoi. Sinon, tu as une boucle WhatsApp, tu disais, où tu déclenches. Ouais, on peut faire une petite publi sur les réseaux sociaux dès que tu Je me souviens d'une fois où j'avais un mercredi soir, il me restait quand même pas mal de trucs, quoi. C'était une après-midi un peu décevante. J'ai fait un post anti-gaspi, des paniers sont dispo. J'ai eu plus d'une dizaine de paniers, donc en fait, c'est ce que j'allais dire, parfois il suffit tous les de mettre légumes que je anti-gaspi. voulais écouler sont partis dans les 2-3 premiers paniers, quoi, parce que j'en ai rarement plus quand je fais ce genre d'appel. Et puis du coup, toute la journée du jeudi, j'avais des commandes de panier, quoi, alors qu'en fait, les gens en commandent jamais, sinon c'est des gens qu'on n'a pas revus depuis. Enfin, tu vois, le rapport à la clientèle aujourd'hui, enfin, nous, on n'est pas des commerçants, on n'est pas du tout la culture du commerce, quoi. Et comme je dis souvent, on essaie juste de remettre un peu de sentiment dans tout ça, quoi. Mais ouais, c'est pas ce côté-là, il est pas forcément évident, quoi. Et Pas très prévisible. ouais, ça me fait penser, du coup, vous êtes... comment vous êtes identifié un peu par les gens? Est-ce que vous êtes plutôt identifié comme un lieu un peu de vie et d'activité qui est une partie de ce que vous faites? Ou vous êtes quand même... vous avez vraiment cette étiquette de producteur avec boutique. T'as l'impression qu'il y a un truc qui prend le pas sur l'autre? Alors, on a l'impression que nos activités, en fait, sont un peu comme des silos qui sont... à mon sens un peu trop imperméable, quoi. Tu vois, les publics qui viennent pour des concerts, tu les verras pour des concerts, c'est bien. Alors si, là où il y a un petit peu de rebond, c'est quand on accueille des enfants qui en parlent à leurs parents, mais une fois de plus, ça doit représenter 1 ou 2% des enfants qu'on accueille ici, mais c'est toujours ça, hein, ça fait toujours des gens qui disent « Ah bah tiens, l'arbre de vie, j'ai passé une super journée, il amène ses parents, tout ça ». Mais entre les ateliers, par exemple, tous les ateliers qu'on peut organiser, qui sont même parfois gratuits, tout ça, et ça, c'est pas forcément un public de consommateurs. Enfin voilà, il y a toujours mais comme on est perçu, pour plein de personnes, c'est les légumes et ça restera les légumes, quoi. Et là, les consommateurs, c'est en hyper proximité qu'ils sont, ou ils viennent d'un peu plus loin, ou vous avez un peu... Non, là, vraiment, sur la partie consommation, c'est vraiment... ici, c'est à moins de... Frouard, Liverdun, Pompée, on a quasiment 3 fois 15 000 habitants à moins de 5 km, quoi. Donc là, on est sur l'hyper-proximité. En tout cas, moi, c'est ma définition du circuit court. C'est ce périmètre-là, vraiment... au-delà de Nancy, j'irai jamais envoyer mes légumes, quoi. Par rapport au bénévolat, tu as dit que tu étais partie de Paris et tu as découvert le projet comment? Les bénévoles, c'est des gens vraiment locaux ou c'est des gens qui ont envie de découvrir et de monter des projets plus loin Oui, c'est plutôt ça l'idée. C'était une envie déjà de rester dans la pédagogie. C'était juste que j'étais plus en accord avec l'éducation nationale. Et puis j'ai cherché un peu faire une pédagogique dans le coin parce que je connaissais pas du tout Nancy, venant de Seine-et-Marne. Et puis je suis tombée sur l'Arbre de Vie et l'Ortie également. Et j'ai envoyé des messages, des mails. Et puis ça s'est fait un petit peu comme ça au fur et à mesure. On a discuté, je suis venue voir Vincent et sa compagne. Et puis ça s'est passé comme ça en fait. Donc tu t'es installée maintenant sur le secteur? Oui, je suis installée à Saint-Max. Je suis à une vingtaine de minutes. Donc voilà. Et vous travaillez avec les Alpes qui est à côté? Oui, un peu moins cette année parce que j'ai eu moins le temps, mais l'année dernière, j'allais faire des ventes là-bas, directement dans le réfectoire du marché. On a eu, tout au début, on a accueilli des travailleurs justement pour faire des animations au jardin. Là, il y a un truc qui va se remettre en place. Enfin, voilà, oui, on s'est revus l'année dernière, mais ouais, il y a des trucs. Il y a un discours, ouais. Il y a un dialogue. Et j'ai bien compris que peut-être le volume était pas suffisant, mais c'est vrai que je trouve que c'est intéressant là sur le territoire. Il y a aussi il s'appelle pas régie maraîchère, mais tu as quand même aussi une régie un peu sur Pompée qui fournit les cantines, qui font que ça en fait, qui font que ça. Et je me dis peut-être qu'à un moment, s'ils ont besoin d'un peu de volume, ils vont se tourner vers
Oui, aujourd'hui, il y a un vrai enjeu. Après, c'est aussi en Lorraine, la typologie de maraîchers sont beaucoup des maraîchers qui font de la vente directe, sont beaucoup des gens qui sont sur, je sais pas moi, 3 hectares maximum, pour qui en fait la montée en volume n'intéresse pas forcément. En tout cas, c'est pas cette typologie de structure, quoi. Ils sont bien, ils n'ont pas envie d'être surmécanisés non plus. Donc c'est pas l'Alsace, c'est pas la Champagne-Ardenne où ils cultivent des carottes comme ils cultivent du blé, quoi. C'est vraiment des structures qui préfèrent faire les marchés, faire des AMAP plutôt que de. Je crois qu'il y a des discussions, hein, parce qu'il y a quand même encore pas mal de gens qui s'installent mais c'est vrai que pendant la formation où on était vraiment une grosse vingtaine de personnes, en 2019 en BPREA, quoi, une vingtaine de personnes avec des parcours très différents, entre 25 et 58 ans. Personne, en gros, piloter un tracteur ne faisait rêver absolument personne. C'est que des personnes qui voulaient travailler à la main, qui voulaient travailler. Et c'est vrai que dès qu'on veut monter en volume comme ça, tout en conservant une certaine diversification, c'est quand même pas évident, quoi. Quand on fait moi là, sur une surface comme ça, je fais plus de 50 légumes par an. Si on compte les variétés, on multiplie par 4, plus les herbes aromatiques, les petits fruits, voilà. En fait, moi, c'est cette richesse que j'apprécie, quoi. Et évidemment, je ne ferai jamais la moitié de mon jardin en patates, quoi. Là, ça a plus de sens. Ça a absolument plus de sens, quoi. Il n'y a quasiment pas de mécanisation dans le... Non, le motoculteur. Et encore, un jour, j'aimerais faire un vrai maraîchage sur sol vivant sans motoculteur, mais voilà. Après, quand c'est une friche, c'est dur les premières années de ne pas travailler le sol. Ouais, le sol, il y aura plus d'utilité, mais... Et la ferme d'avant, elle faisait quoi, du coup ? Alors, je sais pas du tout. Je sais pas, on n'a pas cette antériorité. Ensuite, le terrain est resté à l'abandon. Il y avait toujours des propriétaires qui étaient présents, qui entretenaient. Jusqu'en 2015, en fait, il y a eu des carrés potagers. Des gens qui habitaient en face, là, ils avaient, en échange d'un peu d'entretien, justement, et puis de participer au fait que le terrain ne devienne pas une friche, ils avaient un petit carré à dispo. Le propriétaire est décédé, et puis voilà, après, s'en est suivi un peu de squat, les sangliers, plus la nature qui reprend ses droits, ça fait un joli mélange quelques années après, quoi. C'est ce qui fait que le passage en AB était plus rapide, parce qu'il Oui. n'y avait pas d'activité agricole Exactement, conventionnelle avant, sinon c'est 3 ans. Sinon c'est 3 ans. Ouais. En fait, moi, je voudrais développer vraiment le lieu comme le lieu à vivre. C'est pour ça qu'on a aussi les caravanes, pour que des personnes vivent l'expérience. J'aimerais bien, en rêve, on a l'envie de faire un four à pain en terre et puis de faire des grandes soirées pizza au milieu du jardin. L'année dernière, du coup, on avait travaillé avec le Majeur qui était venu cuisiner ici. Ils avaient fourni un repas avec 80% des produits issus de notre jardin. Donc ça, c'était un truc, voilà, comme on ne pouvait pas faire la cuisine, en fait, on a appelé le restaurant et puis ils ont fait le truc, quoi. Mais du coup, le jardin, alors il faisait pas beau en plus ce soir-là, donc le repas n'a pas pu avoir lieu directement au milieu du jardin, mais c'était vraiment l'idée, quoi. Donc l'idée, voilà, de faire des moments de convivialité comme ça, multiplier les concerts, mais c'est pareil, tout ça, ça se fait par opportunité, quoi. On n'a pas toujours le temps de faire une programmation, mais l'idée, ce serait de pouvoir avoir peut-être une petite programmation. En fait, parmi les publics qu'on touche, donc on a les particuliers, on a donc les écoles, on a vraiment toutes sortes de structures. Vraiment, sur 4 années, il y a eu vraiment beaucoup de structures qui ont bénéficié de la ferme pédagogique. On a fait un peu cette salle, elle est un peu en location, on a fait un peu en mode salle de réunion, mais voilà, la volonté de toucher l'entreprise, en fait, pour aussi sur le modèle de ce qui est proposé aux écoles, alors avec évidemment des intervenants qui seraient un petit peu différents, mais j'envisageais un peu, voilà, une entreprise qui vient faire un team building avec un temps de réunion, un temps de cohésion, un temps où on peut faire intervenir quelqu'un sur, je sais pas moi, un atelier fresque ou un truc comme ça. Enfin, on a fait des entreprises, justement, sont venues ici parce que c'était l'endroit parfait pour faire une journée RSE, par exemple.
mais ça, du coup, ça, on l'a fait justement par le bouche à oreille, mais d'en faire une vraie activité sur des journées qui ont du sens, quoi, tout simplement pour des petites entreprises, si possible. Là, on vient de passer la licence 3, la formation licence 3, donc on voudrait ouvrir le petit café qui va bien. On ne sait pas encore trop à quelles amplitudes horaires, mais justement, notamment pour le tourisme, c'est un projet qui va arriver là dans le courant de l'année. On ne sera pas prêt pour vraiment le top de l'été, mais il y a déjà des gens qui boivent des coups ici de temps en temps. On voulait régulariser, mais voilà, ça fait l'objet d'un vrai projet, quoi.